tu voyages un petit peu pour regarder un peu les nouvelles tendances du fitness ou quelle est toi ta vision justement en dehors de tes business models, de tes clubs? Comment tu fais pour rester toujours un petit peu alerte par rapport au marché? Bah écoute, honnêtement, Andy, je regarde plutôt ce qui se fait en France. Je Ouais. voyage un petit peu, mais je me base qu'on a le même marché que la France, mais avec à peu près 10-15 ans de retard, hein. Donc je me base beaucoup sur ce qui fait en France. Et bah, par exemple, là, j'adore ce que fait vraiment One Air en France. Et puis je pense que ça, c'est des standards qui vont arriver en Suisse, mais dans 5-10 ans. Donc je dirais, on va essayer de s'adapter au plus proche de ces standards-là, en augmentant la qualité du matériel, en prenant du hamstring ou du Gym 80 plutôt que du Matrix, même si l'investissement est un petit peu plus haut. En customisant un petit peu plus les salles, ça on le fait petit à petit aussi. Et puis on aura leur niveau si tu veux, mais dans quelques années, en termes de custom. Je suis Andy Poiron, entrepreneur et amoureux de sport. Je suis le propriétaire de Away, un centre de coaching hybride à 360 sur Dijon, et également consultant où j'aide les coachs sportifs et les propriétaires de studios, de box CrossFit et de clubs de fitness à développer leur entreprise. Le fitness est une passion et c'est aussi un business. Dans ce podcast, le business du fitness, je vais à la rencontre de personnes ordinaires qui vous partagent leur expérience extraordinaire. Au programme, on parle de leur parcours, de comment elles en sont arrivées là, et également de leurs difficultés, de leurs succès et de tous les éléments qui peuvent vous donner des idées pour votre propre entreprise. Se nourrir des autres est l'un des moyens les plus simples d'accélérer son propre parcours personnel. Donc faites-vous plaisir, écoutez, prenez des notes, laissez-vous inspirer et très bonne écoute. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Anthony Robert, propriétaire de plusieurs clubs de fitness en Suisse. L'histoire d'Anthony est hyper inspirante. On a parlé de plein de choses passionnantes. Comment monter son premier club de fitness, comment monter le deuxième, le troisième. On a vu ensemble les stratégies pour avoir des clients dès l'ouverture du club. On a vu son astuce pour optimiser ses coûts de structure, sa vision du fitness et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne t'en dis pas plus et je laisse place à ma conversation avec Anthony Robert. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Anthony Robert. Salut Anthony. Salut Andy, ça va? Très bien, merci. Juste avant de rentrer dans ta tête et de voir un petit peu, je pense qu'il va y avoir des choses intéressantes. Est-ce que déjà tu peux te présenter et poser le cadre du coup? Oui, bien sûr. Bah écoute, je m'appelle Anthony, du coup, j'ai 31 ans, j'ai commencé dans l'industrie du fitness à l'âge de 18 ans. J'ai commencé par des écoles privées, hein. D'ailleurs, bah, tu étais mon prof, on en parlait tout à l'heure avant. Et c'est très drôle. Et du coup, par la suite, bah, j'ai commencé par travailler pour Let's Go, une grande chaîne de fitness. J'ai bifurqué après sur un fitness de Fribourg, dans lequel j'ai fait une formation de 3 ans. Ensuite, on appelle ça le CFC d'APAPS, hein. Et par la suite, quand j'ai fini ma formation, ben, honnêtement, le milieu du fitness était plutôt difficile si tu n'étais pas indépendant. Et j'ai voulu me mettre à mon compte, en fait, tout simplement. J'ai un petit peu joué ça passe ou ça casse, dans le sens où j'ai ouvert mon premier centre, j'avais pas réellement les fonds pour ouvrir. Alors après, je sais pas si tu veux que je développe là-dessus ou. Ouais, on aura l'occasion d'y retourner là. Ouais, Ouais. on revient après, quoi. J'ai ouvert mon premier centre du coup dans la région d'Avanches en Suisse. Et ça a super bien marché tout de suite. J'ai eu beaucoup de chance quand même. Par la suite, j'ai ouvert un deuxième centre à Romont avec 4 autres personnes. Là-bas, j'ai revendu mes parts. Et par la suite, j'ai ouvert un autre centre. Donc là, pour garder dans ma ligne, donc l'usine Fitness 23, j'ai ouvert un autre centre à Orbe avec un associé. Et là, on a racheté récemment un autre centre sur la région de Saint-Blaise, Neuchâtel. Et on a tout récemment, là, il y a quelques semaines, ouvert à Montreux avec le Big Suite Studio aussi, un autre associé. Voilà. Excellent, excellent. Bon, on va pouvoir justement creuser tout ça. Le Anthony, tout petit, c'était qui? Écoute, bah, c'était un petit peu le gamin hyperactif, tu sais, qui tenait pas en place en classe, qui était un petit peu dernier de classe. Bah, d'ailleurs, je me suis fait renvoyer de l'école à 15 ans. Mais Ok. j'étais pas du tout bon élève, si tu veux. Et puis, je faisais que des conneries, honnêtement. Et l'école m'avait dit, bon, bah écoute, il nous faut normalement encore une année, sinon on peut pas te virer. Mais là, c'est soit tu pars, soit on porte plainte, quoi. Puis du coup, ben, je suis parti. C'est quoi? C'est que ça t'intéressait pas, du coup? Bah C'est écoute, avec le j'étais recul. bon élève jusqu'à l'adolescence, et vraiment à l'adolescence, ouais, j'avais pas envie de ça, tu sais, c'était que des choses qui m'intéressaient globalement pas. Et je suis un petit peu comme ça, les choses qui m'intéressent pas, même quand je me force, j'ai du mal à les retenir. Et les choses qui m'intéressent, Ouais. ben, ça vient tout seul.
Et puis par la suite, ben, j'ai fait plein de petits boulots, tu vois, divers, etc., pour trouver finalement ma voie. Et ce qui m'a Mhm. paru le plus logique, c'est de travailler dans le sport, donc ben, sport, fitness. En plus, j'adorais ça à l'époque. Puis petit à petit, ben, j'ai commencé à travailler là-dedans, quoi. T'étais sportif? Oui, j'étais dans l'équipe suisse de lutte à Don Didier Ouais. longtemps quand même. Et puis, bah, en fait, c'est un pote justement que j'ai rencontré là-bas, qui venait de commencer la lutte. Puis lui, il a commencé le fitness à 15 ou 16 ans. Et bah, Ok. là, je me suis inscrit dans un club et je suis jamais reparti. Qu'est-ce qui t'a plu dans cet univers-là? Écoute, tout, tu sais, il y a le truc, quand j'étais gamin, bah, je pense que c'était peut-être un petit peu comme toi, mais tu regardes les films de Schwarzenegger, les films de Stallone et tout, puis tu as cette image un peu de l'homme fort, quoi, Dragon Ball Z aussi, tu as toutes ces petites références quand t'es gamin, qui fait que tu Mhm. idolâtres un petit peu ça. Et puis bah, je sais pas, tu sais, j'avais déjà la rigueur et je trouvais ça vraiment génial, quoi. De voir surtout qu'on a des résultats, parce que bah, par exemple, les sports comme un cycliste ou un coureur, tu sais, tu vas améliorer ton temps et tout, mais ben, tu n'auras pas de résultats finalement visuels, quoi. Là, je trouve le principe que tu travailles tout le temps pour augmenter finalement ton métabolisme, développer ton corps et tout, c'est génial, quoi. Et quand tu rentres du coup dans le cursus là, FitzPro, euh, tu sais que t'es au bon endroit ou quels sont, enfin, par rapport à ton parcours, comment ça se passe du coup par rapport à ça? Bah, tu sais, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, justement, il y avait justement que les écoles privées, et du coup, on n'avait pas trop le choix, même si FITSPRO, honnêtement, est une très bonne école privée, hein. Et, Mhm. euh, et du coup, ben, j'ai commencé par là parce qu'il fallait bien commencer par quelque part. Au début, bah, comme tout le monde, je pense pas que j'étais exceptionnel, vraiment loin de là, même un plutôt mauvais prof de sport. J'ai encore du savoir-être à apprendre, hein, ce qui est très important pour un prof de sport, puis toute la technique derrière. Et puis, ben, Mhm. il m'a fallu quand même, je dirais, 5 6 ans avant d'être vraiment compétent là-dedans, quoi. Qu'est-ce que tu as fait du coup pour t'améliorer sur Bah, ces premières années? c'est simple, vraiment, je vivais, je dormais, je mangeais fitness. Donc, Ok. je passais ma journée à la salle, je pratiquais les coachings, je travaillais quelques heures pour la salle. Je me suis un petit peu je me suis un petit peu intéressé aussi aux cours collectifs. Bon, c'était pas trop ma tasse de thé, mais j'ai vraiment bah, mis tout mon temps et mon énergie là-dedans, au part des livres, hein, aussi. J'avais lu beaucoup de livres enfin, là-dedans. Et puis voilà, quoi. C'est ça, je mettais vraiment toute mon énergie là-dedans, quoi. Et ton premier job du coup à Let's Go, ça se fait facilement? Comment tu t'y prends? Bah écoute, j'ai envoyé 6 ou 7 fois mon CV, si tu veux, il m'avait recalé. Et Ok. puis, et ce qui était très drôle, c'est que si tu veux, j'avais fini par trouver un job parce que je cherchais un job à ce moment-là, j'en avais vraiment besoin, et j'ai fini par bosser dans un truc de téléphoniste. Tu sais, c'est le truc où tu Ouais, harcèles les ok. gens pour avoir n'importe quoi. Pas le job super glorieux en soi et pas super bien payé, t'es payé à la commission. Ouais. Et puis j'étais tombé sur Jean-Pierre Sacco, en fait, le directeur de Let's Go au téléphone. Et comme je connaissais son nom, puis quand ça a connecté le call, j'ai vu, bah en fait, je lui ai C'est demandé du vrai? job au téléphone. C'est énorme, énorme. Et le gars, ça l'a fait rire, tu vois. Il aimait, je pense, bien les gens un petit peu, ouais, des sortir un petit peu du cadre. Et il m'a engagé après ça, quoi. Alors qu'il m'avait refusé 6 ou 7 fois, quoi. Ok, genre tu lui dis quoi? Bah, je lui dis que je sais que c'est le directeur de Let's Go, que justement je cherche un emploi dans le fitness, je suis super motivé, que j'ai postulé 5 ou 6 fois puis qu'ils m'ont recalé, mais que j'aimerais au moins vraiment le rencontrer. Et il a adoré, puis il m'a convoqué 2 semaines après à Lausanne. Et puis il a fait un petit entretien, puis c'était tout bon, quoi. J'ai pu commencer. Parce que c'était pas lui que tu avais eu du coup, lors de tes refus. Ils avaient simplement refusé via quoi? Via le Bah, CV ou lettre de motif ou des choses comme ça. Ils n'avaient pas c'est ça. rencontré du coup. Non, du tout, si tu veux. Je pense que c'était les RH, quoi. Ils avaient simplement pas retenu mon CV, quoi. Ok, Après, tu sais, il ok, manquait ok. des cours collectifs et c'est quand même quelque chose qui recherchait beaucoup à l'époque. Moi, j'étais un petit peu plus Ouais. plateau muscu, tu connais, quoi. Mm, mm. Et donc, ok, tu débarques avec culot à Let's Go et ça se passe comment alors? Ces premiers mois d'apprentissage? Bah écoute, ça se passe plutôt bien, honnêtement, j'adorais. Après, c'était pas facile, tu sais, j'étais une personne introvertie, donc là, je devais quand même faire un travail sur moi pour être un petit peu plus extraverti, hein, ce qui est important dans le milieu du club, enfin des fitness. Et j'ai fait un travail un petit peu là-dessus, je me suis habitué finalement à la clientèle. Enfin, le but, dans une salle, c'est vraiment de se rendre indispensable, comme ça, bah, on est obligé de te garder. Et puis voilà, j'ai fait un petit peu mon trou. Et par contre, après, honnêtement, les horaires et tout ça, c'était quand même compliqué. Et après, j'ai essayé de chercher mieux et plus proche de chez moi, parce que je faisais aussi 1h20 pour aller bosser, tu vois. Aller-retour, t'as deux Oui. heures quarante. Mm. Enfin, faut être motivé quand même. Et puis la Ok. paye, forcément, elle était pas non plus extraordinaire, hein. Bon, après, par rapport à mes compétences, on va dire que c'était tout à fait correct, hein. Faut pas cracher dans la soupe non plus. Et puis Et par la suite, justement, oui. ouais, quand tu dis de devenir indispensable,
quelles sont les choses, toi, qui te semblent, même avec le recul et aujourd'hui toute ton expérience, c'est quoi devenir indispensable quand on est personal trainer ou qu'on travaille dans un fitness? Alors, quand on travaille dans un fitness, parce que j'ai un petit peu moins l'expérience du personal training, et quand on travaille dans un fitness, c'est vraiment s'entendre avec tout le monde, que les gens t'adorent. Ça, c'est super important. Que les gens soient contents de te voir. Ensuite, la bonne gestion du fitness. Donc, ça va être que, ben, si tu dois remplir des listes Excel ou une micro-compta, entre guillemets, que ça soit carré, que le fitness soit maintenu propre, que les enjeux soient entretenus, qu'il y ait de la communication avec les clients, ou peut-être développer des aptitudes que ton club fait pas forcément. Par exemple, un petit peu la gestion des réseaux sociaux. Tu sais, souvent, les anciens patrons, ils laissent un petit peu ça à l'arrache. Donc là, développer un petit peu plus ce côté réseaux sociaux. Et puis finalement, le gars, il n'aura aucune raison de te virer, parce qu'il te vire, il devra engager peut-être tu as un management pour ses réseaux sociaux, etc., pour te remplacer après. Et ça sera compliqué. Puis même vis-à-vis des clients, si tout le monde t'adore, ça passe toujours mal quand on te vire, quoi. C'est sûr. OK. Et du coup, après cette expérience à Let's Go, tu décides de quoi faire alors? Bah là, si tu veux, je me suis dit que pour que je puisse perdurer dans ce milieu et puis quand même m'améliorer graduellement, puis améliorer mon niveau de vie, ce qui était quand même important, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché un job qui était beaucoup plus près, quitte à être un peu moins payé, un peu moins bien payé, ce qui était finalement même pas le cas. Et je me suis déplacé en fait au Leader Top Fitness. C'était un fitness qui marchait très bien à l'époque à Fribourg. Et là-bas, j'avais des très bonnes conditions de travail, le patron très très sympa. Et puis là-bas, si tu veux, après, j'ai entamé une formation après une année de boulot d'APAPS. Donc c'était la formation CFC en Suisse de 3 ans. Chez vous, je crois que c'est un peu l'équivalent du PPE-GEPS, si je dis pas de bêtises. Ok, ouais, enfin, non, 3 ans, à mon avis, c'est mieux que. Enfin, on doit approfondir un peu plus de compétences, parce que le BPGEPS aujourd'hui, c'est plus qu'une année, Je savais pas du tout ça. et du coup, tu apprends quoi là sur ces 3 ans? Bah écoute, Parce que tu avais déjà du bagage, tu avais déjà aussi de l'expérience du coup dans le domaine. Quelles sont les connaissances ou qu'est-ce qui te surprend le plus pendant ces 3 ans? Si tu veux, le problème, c'est qu'on arrive un petit peu au stade de rupture où c'est la période aussi où tu sais, tu as les grandes chaînes en Suisse qui commencent à se développer. Donc on a Let's Go qui commence vraiment à se développer, il y a Non-Stop qui commence à arriver, la Migros, donc Active Fitness qui commence aussi à se développer, puis à acheter beaucoup de clubs. Et puis là, j'avais un petit peu l'impression que c'était soit tu te formais, puis vraiment, tu avais un gros bagage, ce qui est une idée un petit peu fausse finalement, hein, et tu devenais indispensable pour la société, ou finalement, tu sais, je comptais sur le fait qu'il y ait des formations, entre guillemets, privées qui soient pas reconnues, jusqu'au jour où ils mettent des barrières à l'entrée, et là, tu te fasses recaler. Donc je me suis dit, bon, Ah je suis oui. encore un peu plus jeune, mais je suis un peu vieux, c'est le dernier moment pour faire une formation. Donc du coup, bah là, cette fois, j'ai décidé de faire le CFC. Pendant le CFC, C'était en quelle année ça, du coup? C'était quelle année? écoute, ça doit faire 2015. J'ai fini mon CFC en 2017, donc 2014 à 2017, Ouais, je dirais. ok. Et puis pendant que je faisais le CFC, bah là, comme tu m'as dit, enfin comme tu m'as posé la question, j'ai pu encore améliorer mes compétences parce qu'on passait quand même 3 jours en entreprise. Donc là, je faisais beaucoup de coaching, j'ai pu m'améliorer de ce côté-là, voir comment une autre entreprise, une plus petite entreprise fonctionnait, contrairement à une grosse boîte, tu sais, où finalement, ça va être plus difficile de copier le contenu d'une grosse boîte parce que tu n'as jamais accès à toutes les parties de l'entreprise. Tandis que quand c'est une petite société, tu vas déjà pouvoir toi te projeter parce que tu peux visualiser les petites parties de la société et comment ça fonctionne vraiment. Ça, c'est un petit peu plus opaque qu'une grosse boîte. Et j'ai pu apprendre tout ce côté-là. Mon ancien patron me faisait très confiance, honnêtement. Donc, alors, je dirais pas que gérer la boîte parce que c'est un petit peu prétentieux non plus, mais honnêtement, on n'en était pas très loin sur l'aspect du coaching, des abonnements, que le club soit propre, etc., faire des retours. Enfin, vraiment, il y avait la confiance qui était là. Et puis, pendant que j'ai C'était fait un cette modèle formation, c'était un modèle de club qui faisait combien en termes de superficie? environ 1500 mètres carrés, donc c'est Ah plutôt oui, donc grand. En c'était quand Suisse, même, c'est une bonne ouais, salle. Ouais. c'est gros, ouais, ça va. Et du coup, Et ouais. puis, Et à l'époque, après, en termes de on avait personnel, limité. du coup, c'était quoi? On était à peu près deux. Il y avait 2 personnes pour le nettoyage. Donc ça, c'était une entreprise externe qui s'en occupait, si tu veux. Elle faisait 4 heures par Ouais. jour. Et puis nous, en interne, on était 4 à travailler là-bas, sans compter les profs de cours. Ah oui, donc, ok, quand même une équipe assez importante. Après, il y avait la compta, tout. Ouais, on était une bonne équipe. Franchement, on était au total, sans compter les profs de cours, 6-7. Ok. Il y avait déjà du personnel training à cette époque-là? Ouais, oui, il y avait des indépendants, ça on les compte pas dedans. Nous, bah, tu connais les coachs privés, enfin les coachs qui bossent en salle, on finit toujours par façon faire un petit peu de personal training pour arrondir les fins de mois aussi, hein. Et puis il y avait les indépendants, bien sûr, quoi. Oui, ok. Donc toi, ton rôle, c'était plus de chapeauter un petit peu la partie à la fois commerciale, la partie sportive? Comment tu... En fait, on était des activités polyvalentes. Donc, ça veut dire que, par exemple, moi, je donnais Ouais, une partie des cours collectifs, tu vois, pour dépanner. Je ouais. faisais de la salle, je devais gérer le plateau. J'avais quand même des clients personal training. La salle a touché une commission à ce moment-là aussi. Donc, ils étaient tout contents aussi. Et puis, il y avait la partie organisation du club, quoi. Enfin, la partie organisation, quoi, vraiment. Ok. Et
Et suite à ce diplôme-là, ça te donne quoi comme perspective, ou est-ce que tu as justement une évolution de carrière, ou ça se passe comment? Bah, si tu veux, c'est un peu la rupture parce que, enfin, la douche froide, on va utiliser ce mot-là plutôt, parce que, en fait, vers la fin de la formation, Let's Go, puis les autres grosses chaînes, hein, c'est pas pour lancer la pierre, c'était la suite logique du marché en Suisse, on est en retard sur la France. Les grosses chaînes vont commencer à dominer le marché, puis en fait, les salaires des employés vont se péter la gueule. Avant, là, on était correctement payé, là, on est vraiment maintenant un peu sous-payé, quoi. Et Ok. on était Comment, presque en dessous comment tu du. l'expliques du coup? Bah parce que les chaînes avaient le monopole, il y avait beaucoup plus de centres aussi qu'à mon début, hein. Vraiment, on a eu le boom du fitness, je dirais, en 2014 en Suisse, où le nombre de clubs se sont multipliés. Donc c'est sûr que quand tu as 10 clubs à la place d'en avoir deux, ben, les patrons gagnent un peu moins, les gérants gagnent un peu moins, les employés gagnent un peu moins, et ça répercute toute la chaîne, quoi. Puis dans le cas de Fribourg, Ouais. vraiment, on dit on est passé de 5 clubs à genre 25 clubs, hein. Ah ouais, ok. Ah oui, ok, ok. Tu vois, c'est Ouais, vite compliqué effectivement. quand même à ce niveau-là, hein. Ouais. Ouais, parce que Fribourg non plus, alors je me souviens plus de la taille, mais c'est pas non plus une très très grosse ville. Non, non, c'est ça. Les villes en Suisse, on s'est fait assiéger de ce côté-là. Et puis bah, là, je suis arrivé au Ok. point de rupture parce que je venais de faire une formation. Puis finalement, bah, en tant qu'employé, tu sais, tu gagnais pas grand-chose. J'avais l'option encore d'apprendre l'anglais ou l'allemand, puis d'aller dans une grande ville, style Berne, etc. Puis de gérer peut-être un centre un peu plus haut de gamme. Mais même, tu sais, c'est un petit peu utopiste. C'est dans le meilleur des cas ce qui t'arrive. Et puis là, tu gagnes 6 000 à 7 000 francs, quoi. Puis finalement, cette situation, elle me convenait pas. Et à la fin de l'apprentissage, on devait faire, si tu veux, un projet. Et moi, j'avais fait un espèce de business plan. Bon, je l'avais adapté à l'école. Mais par la suite, j'avais Ouais. fait un business plan à côté. Et puis, en fait, dans mon business plan, tout jouait. Puis là, c'était mon premier centre à Vanches. Et quand j'ai fini l'école, ben, je me suis dit, fuck you, quoi, on tente, ça passe ou ça casse. Et heureusement, c'est passé, quoi. Mais alors tu t'y prends comment? Parce que Bah, c'est en c'est fait, quand c'est même. simple. Ouais. Ouais, dit comme ça, c'est un petit peu tordu, mais je vais développer, t'inquiète pas. Alors, en fait, c'est simple. Ouais. Déjà, j'avais mis un site en place pour vendre des abonnements. La salle, je l'avais pas encore, hein. Je l'avais pas encore. J'ai mis le site juste après. Je cherchais vraiment un local et c'était compliqué parce que tu es en Suisse, ben, tu connais aussi, les prix sont relativement élevés et les garanties bancaires sont quand même Ouais. compliquées, hein. Et j'avais trouvé un local qui était presque en faillite, si tu veux, c'était une grosse société, mais c'était une vieille usine dépravée, vraiment, il fallait tout refaire, hein. Et Ouais. il recrutait un repreneur, mais le loyer datait d'il y a 15 ans. Donc en fait, moi j'ai pu le re-signer sans prouver des garanties bancaires, parce que c'était une reprise de loyer, si tu veux. Et comme le loyer était relativement bas, ils n'ont pas trop posé de questions non plus. Et j'ai pu reprendre ce bail d'il y a 15 ans. Et j'ai négocié pour pouvoir faire mes travaux gratuitement. Pour dire, j'avais tellement pas d'argent que j'avais même pas pu lancer le permis de construire à l'époque, donc la demande de faire le fitness. Et je faisais les travaux à partir de 22 heures quand il faisait nuit, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'agents qui bossaient. Puis on avançait de 20 heures à 1 heure du matin, puis 1 heure du matin on coupait et on reprenait ça. C'était samedi dimanche, ça. Oh punaise, Et excellent. puis, Excellent. j'ai commencé à faire ce club. Bah, j'avais pas du tout l'argent pour la main-d'œuvre. J'ai appelé tous mes potes. Alors, moi, si tu veux, j'avais pas d'argent, mais j'avais beaucoup d'amis, donc j'avais un réseau quand même, et j'avais du temps. Donc, bah, j'ai joué sur mes deux autres parties de réseau. J'ai joué là-dessus, donc j'avais tout mon temps, comme je m'étais foutu au chômage. Bon, je touchais 800 balles par mois à l'époque, hein. Donc, ensuite, tu fais pas trop long feu avec ça. Ouais, 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 c'est sûr qu'en Suisse c'est chaud, mais ouais, ok. Et j'ai lancé le club. Heureusement, j'ai vendu à peu près pendant qu'on montait le club, je dirais 80, 90 préventes, en tout cas. Donc, j'avais déjà Et quasiment. comment tu fais pour vendre 80 à 90 abonnements? Et t'étais Bah, de en quel fait, côté du coup? tu mets un site en place, tu mets quand même des Ouais, photos du chantier en montrant que tu avances et que tu fais des travaux, qu'il y a un lieu, tu mets une adresse, tu mets un nom, tu crées une vraie société derrière. Donc les gens ils disent que c'est un minimum sérieux quand même, hein. Et puis bah, le truc, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commandé les machines le plus tôt possible, si tu veux, pour avoir les machines au début des travaux. Comme ça, j'avais déjà cette garantie-là sur les photos. On va regarder, on a les machines, on n'est pas juste venu faire un scan géant, tu sais, on ouvre la boîte et on repart. Et, ok. euh, et d'ailleurs, c'était même compliqué pour les machines, parce que j'avais fait plusieurs boîtes, puis je m'étais fait refuser. Et heureusement, je connaissais, si tu veux, un des gars de chez Matrix, qui était un des fils du grand patron. Il était génial. Et à la base, ils n'étaient pas trop chauds, si tu veux, pour me faire le leasing. C'est aussi comme ça que j'ai pu ouvrir le fitness. J'avais posé que 10% de fonds propres pour mon parc machine. Et quand ils ont vu le prix du loyer, ils étaient là, bon, on prend pas trop de risques et tout. Ils nous font encore un club cette année. Donc finalement, ils ont pris le risque de me laisser en leasing. Ça, je leur dois aussi quand même beaucoup. Et la grosse partie du chantier, si tu veux, bah, il y avait mon père qui était là pour aider, qui est très bricoleur. J'avais mon frère qui était plâtrier. J'avais un de mes enfin, j'ai plusieurs de mes potes qui étaient électro. Donc, j'ai fait un petit peu le chantier comme ça. J'ai payé les gens par après. J'avais un pote qui est sanitaire aussi qui a ouvert sa boîte. Je l'ai payé 5 6 mois après. On était d'accord dès le départ. Ça joue aussi nouveau parce qu'il y a quand même le rapport de confiance, hein. Il n'y aurait pas le rapport de confiance. Je pense pas Ouais. que ça aurait joué. Et puis, bah, j'ai réussi à peu près à ouvrir, si tu veux, au mois de décembre 2017. Et là, heureusement, j'ai eu de la chance. J'ai fait les portes ouvertes. J'ai encore fait à peu près 200 inscrits en 3 jours.
Et après, j'ai ouvert par la suite et au bout de 6 semaines, j'étais déjà à 600 clients, si tu veux. Donc, ça m'a permis de Wow. terminer le fitness parce qu'il me manquait genre du PVC, c'est des parties de sol, il y avait de l'éclairage qui n'avait pas été installé. Enfin, il manquait encore plein de trucs, si tu veux. Puis j'avais la problématique d'où j'ai de la croissance qui arrive avec le club, donc j'ai une forte demande. Et de l'autre côté, niveau matériel, je suis même pas. Donc, il faut que je réinvestisse au matériel pour suivre la croissance. Et en plus, je devais combler à peu près 170 000 francs de trop. Donc, j'avais 170 000 plus le leasing ouvert, tu vois. Donc, c'était quand même un peu chaud. Et la première année, Ok. j'ai dû quand même serrer la ceinture, tu vois, pour payer les trous et faire de l'investissement. Et puis, fin de la première année, ben, tout était joué. On tournait déjà presque à 1000 clients. Et puis, j'avais pu engager une petite équipe pour m'aider quand même. Et ça allait mieux, quoi. Mais la première année, c'était vraiment pas facile, ouais. Alors, comment tu as trouvé le lieu, en sachant que tu disais qu'il y avait beaucoup de concurrence? Que- Quel a été ton choix et comment tu as fait pour faire ce choix-là? Alors écoute, là j'ai encore ce problème actuellement. Trouver des locaux en Suisse, je pense que c'est la tâche finalement la plus difficile. Trouver un local bien placé puis un prix correct, c'est vraiment le challenge. Si tu arrives à faire ça, tu as déjà fait, je dirais, en tout cas 50% du chemin. Moi, Ouais. ce que je faisais, bien sûr, bah, comme tout le monde, j'ai tous les sites, mais ça suffit pas. J'allais sur le loco avant, tu avais le registre foncier, puis je regardais en fait zone par zone pour regarder à qui appartenait le registre foncier. Puis après, j'avais payé un abonnement pour le logiciel des poursuites, si tu veux. T'as un logiciel où même quand t'as pas de poursuite, tu peux trouver l'adresse et le numéro de téléphone des gens. Puis en fait, c'est très Mhm. utile si tu veux trouver quelqu'un. Et du coup, après, je tapais les noms que j'avais sur le registre foncier ou les sociétés sur le document des poursuites, et j'arrivais à avoir le numéro. Ou des fois, j'allais sur place. Et là, c'est en allant sur place, en fait, qu'un jour, j'ai croisé un employé. L'employé m'a donné le numéro du patron, puis j'ai appelé le patron, et le patron m'a expliqué la situation, quoi. Mais en gros, si t'allais pas sur place, si tu toquais pas à toutes les portes, c'était impossible de le trouver, quoi, celui-là. Mhm. Ouais, donc non, mais ça prouve bien que il faut enfoncer les portes, il faut pas avoir peur, voilà, de rencontrer les gens et puis de numéro de téléphone en numéro de téléphone, tu peux trouver effectivement la perle rare, quoi. Bah, effectivement, maintenant, si tu as des fonds, c'est un petit peu moins dur, mais il faut pas négocier que ça va pas beaucoup t'avantager parce que le gars qui recherche, il sera quand même plus gagnant que toi. Mais si tu as des fonds, c'est Mhm. sûr que tu as des garanties financières et tout, tu peux quand même plus négocier, plus trouver des locaux et tout. Mais maintenant, pour se lancer, le problème, c'est qu'il faut vraiment trouver un local à bas prix. Donc, pour trouver ce local à bas prix, bah là, tu vas être obligé de foncer des portes, toi. Parce que là, pour démarrer, tu as eu besoin de combien sur le premier club? Enfin, tu avais Alors, budgétisé moi, combien? écoute, j'avais à peu près entre 25 et 30 000 balles à l'époque. J'avais économisé ça sur 5 ans, si tu veux, donc c'est pas grand-chose. Mais après, c'était compliqué, tu vois, j'étais étudiant, j'ai un petit peu comme je pouvais, quoi. Je faisais du personal training au black, ce genre de choses pour Ouais. pouvoir économiser. Et puis, par la suite, bah, forcément, il manquait beaucoup d'argent, donc il y a la prévente qui m'a aidé, tu vois, ça m'a fait déjà presque 70 000 francs, donc c'est assez Ouais. vite. Et puis, il me manquait encore un peu d'argent. Honnêtement, j'avais fait plein de crédits en banque, puis tout le monde se foutait de la gueule. Enfin, tout le monde se foutait de ma gueule, littéralement. Et pour finir, j'ai fait un crédit pour une voiture privée que j'ai jamais achetée parce qu'ils n'étaient pas trop regardants pour ce genre de choses. Et je suis investi dans le club et j'ai remboursé la Ah voiture ouais. au plus vite pour pas me faire défoncer la gueule, tu vois, par une agence de crédit ou de leasing. Heureusement, c'est passé. Bon, je pense que les gars, ils s'en doutaient un petit peu que c'était pas pour ça, tu sais, mais en Suisse, tant que tu réclames pas 70, 80 000 francs, les gens sont pas très regardants sur les prêts, quoi. Et c'est fou ouais, la capacité que tu as à te dire, bon, bah, je vais tout mettre dans ce projet. Tu vois, faire ces choses-là, tu vois, en Bah, le t'écoutant, truc je en me dis, plus, faut bien je- comprendre, c'est que ouais, j'avais pas le choix finalement. Et le fait, quand t'as pas le choix, tu sais, il y a cette petite ouais, ouais, anecdote ouais, là non, où mais t'as le c'est capitaine là sûr. qui brûle son bateau pour obliger ses soldats à se battre. Ben, je trouve que c'est une bonne anecdote parce que finalement, quand t'as pas le choix, t'es obligé de trouver des solutions. Là, j'avais un leasing sur la tempe à 250 000 balles. Ça veut dire que si je me logeais, j'avais plus de 250 000 balles de tête. T'inquiète pas que tu bouges le cul. Après, quand tu signes le bail à loyer et que tu sais si tu payes pas, on est en Suisse, hein, donc t'as des poursuites, donc tu te fais vraiment courater. Après, t'as plus de vie, hein. Et ils te chopent sur le Ouais, loyer, ils font des saisies de salaire. La totale, t'as vraiment plus d'options, t'es obligé de quitter le pays. Et puis là, j'aurais eu des saisies de salaire de l'ordre de plus de 4 000 francs par mois, tu vois, juste avec le loyer. Donc, ouais, ouais, j'aurais ouais, été au bout de ouais. ma vie, quoi, en fait, si je me lourdais. Donc, en fait, j'avais vraiment pas le choix. Et ça fait avancer, en fait. Et tu te souviens sur les préventes ce que tu avais fait, c'était quoi? Il y avait juste une seule offre à l'année, les 100 premiers, ou comment t'avais fait ça? Alors, j'avais fait une offre jusqu'au jour de l'ouverture à Ok. 599 à l'époque. Donc, ensuite, c'était vraiment pas cher. On était plus de l'ordre de 1000 balles pour un club, hein. Moi, je pouvais me Ouais. permettre ça si tu veux, parce que j'avais un loyer qui était très très bas. J'avais un leasing avec Matrix qui était très correct. Et puis, par exemple, avant, on en venait des fonds. Moi, j'avais même pas d'argent pour faire les vestiaires. Donc, j'ai trouvé une solution. J'ai mis des casiers vestiaires. Donc, c'est Ok. clairement moins stylé, mais le truc, c'est qu'au moins, t'es individuel. Et ça, c'est une plainte qui quand même revenait beaucoup des clients en salle, que les douches, que les vestiaires, les douches, c'est collectif, etc. Et c'est beaucoup Mhm. moins cher à faire. Tu en as pour 15 000 balles à peu près, tu vois, pour une dizaine de Ouais. vestiaires.
Donc, ça te coûte que Ok. dalle. Et en termes de coût d'entretien, tu y passes beaucoup moins de temps. Donc, en fait, c'est génial comme système. Et ça, Mhm. je m'en suis un petit peu rendu compte par après. Et typiquement, bah, pour avoir les préinscriptions, j'ai quand même fait de la pub sur Facebook, Instagram. J'avais sorti un site. Il y avait justement un numéro de société en bas. Et je vendais les 100 premiers abonnements à 599. Et j'avais même des gens qui venaient visiter pendant les travaux. Puis ils payaient, il n'y avait pas trop de soucis, quoi. Tu avais de la concurrence à cette époque-là, dans ta zone de chalandise? Oui, j'avais un concurrent direct et deux concurrents indirects. Les deux concurrents indirects, bah, il y avait un club qui ouvrait en même temps que moi, donc tu vois, ça va, on s'est pas trop fait du tort parce qu'on était des concurrents vraiment indirects. Un concurrent Mhm. indirect sur Mora qui lui a fait ce qu'il a pu, ma foi, mais bon voilà, ça fait partie du jeu. Et un concurrent indirect qui a tout fait pour me descendre, bien entendu. Après, c'était normal parce Ouais. que si tu veux, lui, il était à son bassin de population de la zone où j'étais. Le Ouais. fitness, il Ok. était mal placé, il aurait dû où moi j'étais, il aurait dû être. C'était ça. Ouais. Donc Ok. automatiquement, quand on a ouvert, j'ai ramassé tous les clients qu'il avait, quoi. J'ai ramassé, d'après un de ses collaborateurs, en 2-3 jours, 400 personnes. Ah oui, ok. Ok. Et toi, tu étais parti sur quel modèle, du coup, par rapport à ton club? Alors j'étais Sur, parti sur sur un la modèle, partie cardio, muscu, cardio, enfin, cardio de court? façon générale, j'étais parti sur un modèle un peu généraliste, tu sais, donc la musculation, un middle cardio, et puis une partie cours collectif, quoi. Après, je dois t'avouer que ma salle n'était pas du tout bien pour les cours collectifs parce que c'était une salle ouverte. Ça faisait plus, tu sais, une salle de CrossFit qu'une salle de cours collectif. Ah Donc ça, oui, c'était un ok. petit peu mon Mhm. talon d'Achille, je dirais. Ok. Et du coup, à Day One, quand tu ouvres, je suppose que tu as un peu de personnel quand même, ou tu démarres seul? Alors non, la première année, c'était c'était sportif. J'ai tout fait tout seul, hein. Compta, etc. Bon, après, tu t'imagines bien qu'en compta, j'étais pas comptable, donc j'ai fait pas mal de merde et j'ai payé beaucoup plus d'impôts que ce que j'aurais dû. Mais bon, ben, c'est pas grave, tu vois, c'est des choses que tu apprends ma foi en faisant des conneries. Et puis, Ouais. sinon, si tu veux, j'ai copié le business model de mon ancien club, entre guillemets. Donc, j'avais un système 24 heures sur 24 comme lui. Donc, j'avais un système automatisé avec les ouvertures, tu sais, j'avais pas de clé de carte à faire. Ouais, ok. On était ouvert 24 heures, enfin, j'étais ouvert 24 heures sur 24. Et puis, au bout d'à peu près 10 mois, 12 mois, j'ai pu prendre une apprentie. Justement, pas j'avais le CFC. Puis là, ça m'a bien aidé quand même, oui. Donc là, tu gérais, du coup, tu gérais les cours collectifs, c'est toi qui les gérais? Alors, juste les cours collectifs, par contre, ça, j'étais obligé de déléguer, hein, parce que sinon, c'était impossible. Ouais, Déjà, tu sais, je commençais ouais. le matin à 8 heures, je fermais à 22 heures. Tu connais, quoi, c'est pas évident en termes de rythme, donc j'aurais pas eu l'énergie pour les cours collectifs, honnêtement. Ah oui, ok, ok, ok. Et t'es comment à la fin de cette année, du coup, de cette première année, dans ta tête, au niveau, qu'est-ce que tu te dis? Bah écoute, je suis confiant quand même parce que j'ai une bonne croissance en continu, j'ai pu rembourser mes dettes, j'ai pu faire de la trésorerie, j'ai pu investir en crypto, j'ai pu rembourser une bonne partie de mon leasing, j'ai pu faire beaucoup de choses finalement. Donc je me dis que si j'ai pas les dettes à rembourser, j'ai pas le réinvestissement à faire, bah la deuxième année elle devrait plutôt être positive quoi. Et, euh, et du coup, ça se passe comment sur la deuxième année? Enfin, Bah, comment c'est plutôt la positif. suite? Bah, j'ai dû Ouais. réinvestir quand même un petit peu parce que j'avais, bien évidemment, comme les travaux, je les avais fait avec les moyens du bord. J'ai dû refaire quand même pas mal de petites choses, tu sais, sur lesquelles j'avais pas investi. Genre, j'ai dû changer une partie de mes sols. Après, c'était pas très cher, on est pour 6 000 à 7 000 francs. J'ai dû réinvestir un petit peu en Mhm. matériel parce que bah, la croissance continuait. Donc, le but, c'était quand même toujours d'améliorer la salle. J'ai pu justement attaquer Romans avec d'autres investisseurs. On a pu ouvrir une salle là-bas que personnellement, j'ai vendu mes parts. Après, on a pu attaquer Orb aussi, tu vois, donc j'ai pu ouvrir une autre société là-bas. Je me suis acheté une maison aussi. Donc, Ouais, j'ai ok. vraiment pu avancer énormément dans ma vie privée, quoi. Donc, c'était génial, quoi. Donc, bah, du coup, j'étais encore plus confiant pour la troisième année, quoi. Puis la troisième année l'a confirmé aussi. Et c'était une volonté de ta part de vouloir monter plusieurs clubs? Bah, si tu veux, je me suis rendu compte qu'un club, parce qu'il tournait très bien, puis qu'il y avait des charges très basses, c'était très rentable. Financièrement, il y avait moyen de se mettre bien, mais j'avais pas possibilité d'impacter plus que ça mon entourage ou de créer plus de choses. Tu sais, tu restes le gérant de ton club. Alors que si tu ouvres Mhm. plusieurs clubs, tu vas peut-être gagner en liberté, peut-être aussi en problème. Hein. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de dire. Et ben, de l'autre côté, ben, tu vas gagner plus d'argent, tu vas pouvoir impacter plus de monde, tu vas pouvoir aider plus de monde. Et puis, tu auras aussi beaucoup d'avantages, tu sais, parce en tant que société middle, je dirais, tu peux quand même Mhm. réagir relativement vite sur le marché. Tu payes les assurances moins chères parce que tu vas proposer directement 4 clubs. Tu vas payer tes leasing moins cher parce que tu as plusieurs clubs. Donc, tu es vraiment économique à avoir plusieurs clubs. Après, il y a le problème de Qu'est-ce qui gestion a, des employés qui vient qu'est-ce contrebalancer qui ça. a changé entre un club et deux clubs? Entre un club et deux clubs, je dirais qu'il y a relativement peu de changements parce que j'avais un associé et gérant qui était très très bon et qui l'est toujours, hein, qui est toujours très très bon. Et du coup, j'avais vraiment pas grand-chose à faire là-bas parce que lui il faisait des choses très bien.
Et du coup, moi, j'avais juste à gérer mon club à Avenches. Après, à partir de 3 clubs, la structure là, a totalement changé. Ouais. Je dirais que la rupture, c'est le troisième club. Comment tu l'expliques que c'est le troisième, le plus difficile? Bah, automatiquement, le truc, c'est que quand tu arrives à 2 clubs, t'es pas forcément obligé d'avoir, comment dire ça, des employés en interne. Tu sais, tu peux passer par un fiduciaire externe, passer par une comptable externe, etc. À partir de 3 clubs, tu commences à économiser des coûts en ayant des gens en interne. Puis en plus, ça va te permettre d'optimiser tes impôts parce que forcément, les déclarations seront mieux faites, tu auras plus de déductions sur ta TVA parce que bah, tu as vraiment Ouais, quelqu'un en interne qui prend le temps de le faire. Tout va être plus carré. Et puis toi, d'un côté, tu vas gagner de la liberté aussi parce que tu auras une personne qui te fera ta comptabilité, ça sera carré, tu as une personne qui peut faire la RH, etc. Et puis surtout, on partait sur un modèle centralisé au bout de 3 clubs. Donc, tu sais, j'ai dû retravailler mon logiciel avec mes prestataires pour qu'avec la même empreinte, tu puisses, même en changeant de ville, avoir directement accès au club. ouais, ok. Et qu'est-ce qui fait que tu aies pris des associés sur les autres clubs? Bah, écoute, déjà, c'était des personnes qui étaient très compétentes avec qui je m'entendais très bien. C'était clairement des amis. Donc, il y avait Ouais. aussi la volonté de vouloir s'aider mutuellement, tu vois. Ça, c'était, je Mhm. dirais, la plus grande raison. La deuxième raison, si finalement, c'est que tu sais, je souhaitais pas gagner plus, finalement, ou ça m'importait pas de gagner plus. Ce qui est important, c'était que je gagne en qualité de vie et en temps de liberté. Donc, je Ouais. préfère gagner un petit peu moins sur une société, puis gagner en temps de gestion, puis finalement, après, tu as aussi un cerveau à disposition qui t'aide à développer ta première société. Peut-être qu'il va trouver des choses sur la deuxième société, tu pourras améliorer sur la première, ainsi de suite. Et là, tu commences à réfléchir quoi, à une franchise, licence de marque, ou c'est vraiment des clubs qui sont complètement indépendants mais qui fonctionnent sur le même modèle? Alors pour le moment, c'est toujours des clubs qui sont indépendants mais qui fonctionnent sur le même modèle. Donc on est comme une petite chaîne, si tu veux, les clubs peuvent aller d'un centre à un autre. Après, la Suisse est très Ok. saturée, donc c'est quand même très difficile de se développer, je dirais, rapidement, sans compter en plus, Suisse, elle est mise à l'enquête et le système suisse, qui est le truc le plus long du monde, disons-le. Mm. Et puis, j'ai pas encore eu de preuve, si tu veux, de franchise qui marchait en Suisse. En France, on a des exemples comme One Air qui cartonne, etc. Mais en Suisse, je connais pas de franchise qui cartonne. Après, le problème, c'est qu'il faudrait aussi des gens qui ont relativement beaucoup de fonds d'apport et qui sont compétents dans le fitness, ce qui ferait quand même quelque chose de relativement rare. Donc, je sais pas si la franchise, c'est le meilleur truc, sans compter que tu as une perte de contrôle sur ton business au final. Mhm. Et, euh, et du coup, les autres structures que tu as montées, en termes d'investissement, c'était plus ou moins la même chose que le premier, ou les coûts de lancement ont été plus importants? Non, alors les coûts de lancement ont malheureusement rapidement augmenté. Le deuxième centre a quand même coûté en fonds propres 250 000, tu vois. Et après, Ouais, on a ok. utilisé la société qui a quand même, enfin, qui fonctionne bien, puis qui a aussi assez bien marché dès le départ, malgré qu'on ait le Covid, pour financer une partie parce qu'il manquait des éléments. Donc en fait, au début, je joue surtout sur le fait que la société va bien marcher, puis qu'on puisse financer une partie du club avec, hein. Donc c'est quand même Ok. un pari risqué parce que tu vas jouer déjà à fil tendu, tu n'auras pas de trésorerie, il va falloir être agile là. Et sur le deuxième club ou le troisième, tu fais la Alors sur le stratégie troisième, également. Ouais, même stratégie, mais par contre plus de fonds de nouveau sur par exemple, le dernier club qu'on a ouvert à Montreux. Là, on a fait un braquage entre guillemets parce que j'ai de nouveau très très bien négocié le loyer par rapport à l'emplacement. Donc, et on a négocié surtout 6 mois gratuits le loyer. Donc, tu vois, ouais. quand tu as 6 mois gratuits, ça commence plutôt bien en général. Et puis, toutes les Mhm. machines, si tu veux, on a tout racheté en faillite pendant le Covid. Donc, on a fait des Ok. stocks et puis on a tout payé une misère, je pense qu'en l'intégralité du fit pour peut-être 25 000 à 35 000 francs, quoi. Ah oui, Donc, on donc n'a pas c'était de une deal, on n'a opportunité. pas de Ouais. dette. Ouais. Après, concernant le chantier, il a quand même coûté un certain prix parce qu'on a eu des travaux qu'on a dû faire par des professionnels, notamment, tu sais, un architecte. On a dû faire un trou dans une chape pour relier deux locaux. Ça, c'était quand même un petit peu technique. On n'a pas pu faire nous-mêmes. Juste, ça nous a coûté 50 000 francs. Mais je dirais la Mhm. totalité du chantier coûte à peu près 200 000 francs. Donc, en vrai, c'est très raisonnable. Mais là, on a eu de nouveau pas mal de chance, entre guillemets. Puis ouais, on a eu le vent dans le bon sens. Et tu fais des préventes également? Toujours la même stratégie? Alors là, de nouveau la même stratégie. D'ailleurs, là-bas, ça a de nouveau très bien fonctionné. On a ouvert, on était de nouveau un énorme club. Et puis là-bas, si tu veux, on a fait un placement totalement différent. On a fait un concept haut de gamme. Donc là-bas, le but, c'est de Ok. limiter, par exemple, à 450 membres maximum. On veut pas avoir une trop forte fréquentation. Par contre, l'abonnement est 129 francs par mois. Et on propose que de la musculation. Ok. 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 Muscu cardio ou essentiellement muscu? Muscu cardio quand même. Ouais. Ok. 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 Et très bien. Et quelles sont du coup, les ambitions et les axes de développement alors pour toi et tes différents centres?
Écoute, bah là, je pense qu'on va sûrement ouvrir un ou deux clubs encore l'année prochaine. Cette année-là, c'est bon. Moi, j'ai fait ma tasse de café pour cette année. Ouais. Là, je vais prendre un peu de repos. Puis l'année prochaine, on va sûrement encore ouvrir quelques clubs, quoi. Après, écoute, moi, je suis plutôt sur une, comment dire, une expansion contrôlée et maîtrisée. Dans le sens, pas qu'on ait un seuil d'endettement qui devient trop. Là, par exemple, ce qui est agréable, c'est qu'au bout de 5 ans, ben, j'ai terminé de payer pas mal de leasing. Donc, j'ai un très, très bon cash flow. J'ai une très bonne trésorerie. J'ai un taux d'endettement sur mes sociétés qui est misérable, si tu veux. Je dois peut-être avoir 350 000 francs de dette pour 4 clubs, tu vois. Donc, Ouais, donc c'est c'est peu. Ouais. relativement bas, hein, franchement, par Mhm. rapport à ce qu'on j'ai dans le cash flow. Et là, c'est une volonté de pas vouloir le rembourser pour des raisons fiscales, quoi. Tandis que des fois, Mhm. on pourrait faire de l'expansion plus vite, par exemple, en choisissant de payer des loyers un petit peu plus chers, puis en laissant faire les travaux par le propriétaire. C'est un truc qui marche bien en Suisse. Tu as par exemple un loyer Ouais. à 10 000 francs, tu dis au propriétaire, écoute, mets-moi 12, mais tu me poses le parquet, tu me mets le sol et tout. Lui, il est tout content. En une année, 2 ans, il a récupéré son investissement, et puis toi, au bout de la troisième Ouais. année, tu t'es fait pigeonner. Mais par contre, tu as pu ouvrir Ouais. sans avoir les fonds. Mais par contre, ça inclut que tu auras moins de cash flow, que tu auras un business plan plus à risque. Et puis, on pourrait Ouais. agrandir l'expansion comme ça, mais c'est pas voulu. Excellent. Et est-ce que tu veux changer ou est-ce que tu veux améliorer le modèle de tes clubs, à part celui qui est un peu différent, là, où tu nous parlais de premium, ou comment tu vois justement l'avenir du fitness, et comment tu vois le fitness aujourd'hui en Suisse? Eh bien, écoute, c'est un petit peu comme en France, on se rapproche petit à petit de vous, hein. Le business est très très saturé. Moi, mon business model, il est, je dirais, assez malin. C'est qu'en fait, je vais ouvrir dans les villages. Comme ça, le gâteau est pas assez gros pour les villes. Alors bien sûr, il faut que le bassin de population soit quand même assez grand. On se comprend bien, il ne faut pas ouvrir dans un village de 300 habitants, ça va pas le faire. Mais il faut que le bassin soit juste assez grand pour un centre et juste trop grand pour 2 centres. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, Mhm. ça évitera déjà un concurrent de t'insérer. Une grande ville va préférer s'insérer en ville. Donc ça, c'est un petit peu, je dirais, le côté positif. Après, le côté négatif, c'est vraiment que depuis le Covid, ben, les garanties sont pires qu'avant, les coûts d'investissement sont pires qu'avant, les garanties financières et tout ça, c'est une horreur maintenant, alors qu'avant, ça allait. Tu sais, les fitness sont dépassés en liste rouge, entre guillemets, parce qu'il y a eu beaucoup de faillites. Et voilà, ça, c'est vraiment les problématiques que je rencontre, quoi. Le marché du fitness est quand même relativement rude, je dirais, ici. Ouais, vous avez eu beaucoup de faillites là depuis la Covid? Écoute, ils avaient fait un article dans le journal, ils situaient ça à 23%, mais en fait, si tu lis l'article, ils prennent toutes Ah les oui. chaînes en compte avec les fonds d'investissement, tu sais, donc Let's Go, etc. Donc si maintenant, par contre, tu vires les clubs de l'adéquation, enfin les chaînes de l'adéquation qui représentaient quand même, en tout cas, 80% du marché, sans exagérer, ben, tu te rends compte que le taux de faillite, il était plus aux alentours de 60 à 70%. Puis après, il y a ceux qui restent et qui endettent la société. Parce que tu vois, au bout d'une année ou Mhm. 2 ans, si tu as 20 000 balles de loyer, tu fais pas long quand même en vrai, hein. Ah ouais, 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 non, mais c'est sûr, c'est sûr. Ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de. Et puis nous, on a, niveau aide en Suisse, bah, on a touché que dalle. Moi, je peux te le dire, j'ai touché 20 000 francs, hein. J'ai eu un manque à gagner d'un peu plus d'1 million, hein. Donc, bon, Ah voilà oui, quoi. ok. Et du coup, comment t'as réussi à tenir là par rapport à ces années? Bah écoute, moi j'avais de la chance, enfin de la chance, on va voir le côté positif de la chose. Je venais d'ouvrir Orb et puis justement il y a le Covid qui s'est manifesté. J'ai eu de la chance, en fait on a juste pu avoir assez de clients pour payer les charges, les salaires et tout. Donc ça c'était cool. À cette époque-là, il n'y avait que mon associé qui bossait là-bas. Donc on n'avait pas encore Ouais. engagé quelqu'un. Et puis de nouveau, moi tu sais, dans mon business plan, je prends souvent plus de locaux que j'en ai besoin, dans le sens où si maintenant par exemple quelqu'un cherche à ouvrir et cherche 500 mètres carrés, ben, je cherche peut-être 700 ou même 1000 mètres carrés. Déjà, si tu prends une plus Mhm. grande surface, tu pourras négocier beaucoup mieux ton loyer. Voilà. Et donc, ce sera plus Ouais. simple aussi pour le propriétaire. C'est vraiment un argument. S'il n'a pas trois locataires, il en a un, c'est plus simple pour lui. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que tu peux soulever plus cher ce que tu n'as pas besoin. Comme toi, tu vas le payer moins Mhm. cher en prenant une plus grande surface. Et moi, j'ai à peu près au total, entre Orbe et Avange, j'ai 13 locaux disponibles et ça fait rentrer déjà 9 000 francs tous les mois en immobilier. Alors que c'est pas des locaux qui sont à nous. En plus de ça, il y a quand même les abonnements qui continuent à tourner. Alors bien sûr, des gens qui ont arrêté de payer, mais comme j'ai des charges qui sont très basses, en fait, on continue de faire du bénéfice, même si c'était pas incroyable pendant le Covid. On perdait pas d'argent, quoi. Et du coup, quand tous les autres clubs se sont retrouvés à genoux ou endettés, bah, en fait, nous on avait quand même un peu d'argent, quoi. Et puis là, on a Et profité tu, de tu faire sous-loues, du, tu sous-loues à qui du coup? À des thérapeutes, des professionnels Ouais, de santé? Ouais. des masseurs. Alors, certains sont dans la santé, d'autres non. Là, par exemple, on a Ouais. simplement des bureaux où c'est des gens qui travaillent sur des ordinateurs. On a un fiduciaire, et on a deux masseurs, on a une dame qui fait de la couture, on a une onglerie. En fait, que à des petits commerçants, quoi. Ok. Et du coup, tu crées quoi? Tu crées des box ou des choses comme ça? Ou Bah, en c'est fait, des c'est ça, si tu bureaux veux. ouverts ou.
Non, on crée des cloisons. On fait des cloisons. Dans Ok. le local, par exemple, si le local fait 200 mètres carrés, bah, on va taper le maximum de cloisons possible. Plus le local est petit, plus il est cher, hein. Puis après, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le Wi-Fi. On va proposer les places de parc inclus. On va proposer directement d'avoir une réception guichet. Donc, si quelqu'un arrive, il peut l'envoyer au guichet. Mais par contre, on va mettre ça Ouais. assez cher. Et puis, c'est super parce que ça permet, par exemple, d'amortir une bonne partie des loyers, quoi. Avant, j'ai Bah amorti ouais, plus ouais. de 50% de mon loyer qui est déjà bas grâce à ça. Puis hop, c'est pareil, quoi. T'as 50% de. Ah ouais. Ouais, ouais, d'accord, ok. Oui, ça vaut. Ça, c'est non négligeable du coup. Bah Effectivement. oui, parce qu'en fait, si tu veux, le but, c'est vraiment de trouver un loyer bas. Une fois que tu as un loyer bas, que tu l'as déjà bien écrasé, après, tu ressous une partie. Et puis là, bah, moi, Mm. je te le dis, avant, je paye 2000 francs de loyer pour 1000 mètres carrés. Franchement, on va regarder au prix du marché. Je pense que c'est plus entre Ah 15 oui, et 20 000 oui, francs je par pense mois que. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Ça c'est clair. Donc, et puis hop, Ok. c'est pareil, on paye pas grand-chose. Là, je vais pas dire que j'ai un associé qui serait pas forcément d'accord, mais on paye pas non plus Mm, mm. grand-chose. Puis en plus, avec la sous-location, on amortit à peu près 40% là-bas. Donc, à la fin, on a un tout petit loyer, quoi. Excellent. Excellent. Et comment vous faites aujourd'hui pour trouver des nouveaux clients? Je suppose que les stratégies sont peut-être un peu différentes avec le modèle premium, encore que, je sais pas. Alors écoute, le modèle premium, pour le moment, comme on a malheureusement ouvert pendant l'été, ça c'était vraiment pas voulu. Le pire moment pour ouvrir, si tu veux, on a eu pas mal de retard administratif justement. Et puis tu connais les communes traînaient. Et Ouais, du coup, on a fait zéro pub pour le moment, mais en fait, le club tourne très bien. Donc voilà. Et nous, on voulait mettre le budget pub au moment clé. Tu sais, pas balancer de la pub dans des moments un petit peu ouais, off pour balancer de la pub, quoi. Et là, on va le découvrir en septembre. Et ouais, puis ok. pour les autres clubs, honnêtement, bah, on a déjà des clubs, par exemple comme Avanches ou Orbe, qui commencent gentiment à être saturés. Donc en fait, c'est avantageux parce que quand ton club arrive presque au maximum de rendement, moi je veux pas sursaturer le club. Le but quand même, c'est que mes clients soient satisfaits à la fin. Donc là, je vais diminuer mon budget pub, puis petit à petit monter mes prix. Et là, j'ai déjà monté mes prix 2 fois, par exemple, Ouais, pour éviter qu'on soit saturé, tu vois. ok, ok, ok. Comment tu gardes la satisfaction de tes membres? Bah, Comment vous vous y prenez? déjà, il faut comprendre que quand tu ouvres une salle, à part si tu as vraiment le budget limité, le but c'est quand même que ta salle elle s'améliore dans le temps. Et ça, c'est super important. Ça permet aussi de remotiver les clients. Tu sais, quand tu achètes de nouvelles machines ou tu proposes des nouvelles choses. Après, il faut faire attention de ne pas rajouter des prestations qui soient à perdre pour toi. Nous, honnêtement, on joue beaucoup sur le fait de rajouter du matériel. Ça marche bien. Puis d'ailleurs, on est très content aussi parce qu'on l'utilise et on prend des bonnes marques comme ça, on a une bonne durée dans le temps. Et puis, on améliore toujours les choses graduellement. Par exemple, en ajoutant du fontaine à eau. S'il y a des clubs, il y a des cours qui marchent bien, en optimisant les cours qui marchent bien. Tu vois, ça va être des choses comme ça, quoi. Sur les cours, du coup, vous utilisez quoi? Des programmes pré-chorégraphiés, pardon, ou c'est simplement des Alors, on a cours, une, vos propres cours? Alors non, notre partie des cours, c'est du freestyle. Pour les profs qui ont beaucoup d'expérience, ça se passe relativement bien, ça. Et puis par contre, pour les profs qui ont moins d'expérience, ouais, on recommande plutôt des cours pré-chorégraphiés, quoi. Ok, ok, ok. Et sur la partie cardio-muscu, vous organisez comment? C'est quoi le process si je m'inscris au club? Alors nous, si tu veux, par rapport à une grande chaîne, bah, déjà on est moins cher qu'on a l'accès 24/24, donc on va mettre ça en avant. Et ensuite, on a 3 coachings qui sont inclus. Donc en fait, notre stratégie de fidélisation, si tu veux bien, c'est quand la personne s'inscrit, on prend directement bah, toutes ses données, donc ses problèmes de santé, c'est le mal au dos, c'est le mal au cou, au dos, au genou, etc. Donc déjà, on va s'intéresser à elle dans un premier lieu, ce qui n'est pas forcément le cas dans des grandes chaînes. Et Mhm. ensuite, on va le voir 3 fois. Donc le coach, il va passer 3 fois 45 minutes à 1 heure avec la personne et il va lui faire un programme complet pour la semaine, généralement 3 à 4 séances. On fait des fois une quatrième fois si c'est nécessaire. Et du coup, après, ben, on a automatiquement une relation de confiance qui va s'instaurer entre finalement le prospect devenu client et puis le coach. Et puis, ça permettra bah, déjà que le client renouvelle son abonnement parce qu'il est satisfait. Puis, il était guidé tout au long. Par la suite, de développer aussi quand même du personal training, voilà, pour remonter le chiffre d'affaires de la salle. Et puis, vraiment, ça, on a vu sur les renouvellements, c'est pas négociable. Nous, on a un taux de renouvellement qui est entre 70 et 80%, qui a un petit peu baissé depuis Ouais. le Covid. Avant le Covid, il était vraiment super haut. Là, depuis le Covid, Mhm. on est plutôt aux alentours de 70%. Mais ça, justement, ça évite de mettre de l'argent dans le marketing, quoi. Finalement, on met le budget ailleurs. Bah, c'est intelligent, chose que la plupart, malheureusement et bizarrement, ne font pas. Et ces 3 séances, elles sont prises dans les premières semaines où je m'inscris, où il y a une ritualisation, dès le début, après à 90 jours, ou à 90 jours, ou à 45 jours, Alors, enfin, vous faites comment?
On n'a pas de process malheureusement encore pour suivre les gens sur du long terme. On y a réfléchi honnêtement, mais ça engendrerait trop de travail par rapport à l'équipe, on va dire de volume de travail. Donc nous, en fait, c'est normalement dès que tu t'inscris, on s'occupe directement de te faire les séances de coaching. Bien évidemment, dans les périodes hivernales, comme janvier, février, mars, on a des fois des petits délais d'attente d'1-2 semaines. Mais là, vraiment, on essaie comme de le faire le plus rapidement possible pour que la personne puisse démarrer directement, soit accompagnée, vienne, etc. Et puis Ouais, parce par que, ailleurs, c'est aussi génial parce que si la personne est satisfaite, puis tu sais, elle a un petit peu l'impression de rentrer dans un truc, tu vois, je sais faire du fit maintenant, elle aura beaucoup tendance aussi à te ramener des amis, quoi. bah, c'est clair, non, mais puis 600 francs à l'année avec, on va dire, 3 séances de coaching, voilà, ouais, c'est plutôt, je pense que c'est plutôt très intelligent. Et comment Alors vous faites maintenant? Ouais. alors en Suisse, pour casser le marché, tu étais un petit peu obligé de rentrer dans cette stratégie-là au début de casser un petit peu les prix ma foi, mais il faut pouvoir te permettre aussi de casser les prix parce que tu peux pas, c'est compliqué. Je vois beaucoup ça avec des salles couvres qui n'ont pas tu sais, la possibilité de faire des promotions et tout parce que les charges sont trop hautes. Mhm. Et puis d'avoir une offre très très bon marché, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, ça, c'est pour ça que tu nous expliques depuis tout à l'heure que la stratégie des coûts, c'est sûr que au lieu d'avoir des charges fixes à, je sais pas, à 20 000 francs, s'ils sont plus à 15 000 ou ne serait-ce qu'à 10 000, c'est clair que c'est plutôt très, très intéressant et tu peux te permettre effectivement de jouer sur l'abonnement, quoi, pour le coup. Bah, écoute, moi j'ai bossé dans un Let's Go. Dans un Let's Go, par exemple, il y a des coûts fonctionnels. Des coûts fonctionnels, alors c'est pas tous les clubs parce qu'il y a bien évidemment plein de clubs et plein de différences, mais en moyenne, les coûts fonctionnels d'une salle, c'est entre 60 et 70 000 francs par mois. Donc ça veut dire que c'est à partir de 70 000 francs que tu vas gagner de l'argent. Ok. Tu vois, nous, sur des coûts fonctionnels, sur un centre, bon, sur Avanche, c'est miraculeux, on a 12 000 francs avec les employés. Donc, tu vois, c'est sans me compter, moi, par contre, hein, mais Ouais. c'est ridicule, on va dire. Et les autres centres, bah voilà, je peux pas trop communiquer dessus, mais on a des charges fonctionnelles qui sont de toute façon toujours inférieures à 20 000 francs. Ouais, ok. Ok, ok. Oui, donc forcément, ça c'est ouais, c'est non négligeable et très intéressant. Et comment vous faites pour pousser le personal training? Est-ce que vous avez mis des choses en place ou il y a encore des choses, des opportunités justement d'améliorer les revenus des clubs? Alors, bah, écoute, on a essayé plusieurs stratégies. Au début, on a essayé une stratégie en proposant aux employés de bosser à 80%, puis de faire le personal training. Nous, on touchait des micro-commissions dessus. Et puis, le but, c'était qu'ils développent cette activité, puis que nous, ça nous fasse une petite rente à côté. C'était un win-win. Mais bien sûr, dans la pratique, avec le nombre de coachs, machin, tu connais, hein, ça n'a pas du tout été respecté. Les gens n'en sait rien du tout. Puis après, il fallait surveiller 20 coachs différents. Donc, c'était la cata. Donc là, maintenant, on fait plus que, je dirais, les coachings en interne. Et puis, le process de développement, pour le moment, c'est celui qui passe par celui de l'acquisition, quoi. Donc, on propose les 3 coachings. Une fois qu'on a, entre guillemets, la sympathie du client, on développe là-dessus. Je pense qu'il y aura encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Ok. Et toi, toi, ton objectif en tant que stratège, tu es plus sur le fait de comment je vais faire comment je fais pour rentabiliser chacun de mes structures ou comment je fais justement pour grossir, même si tu nous as dit que tu voulais grossir, mais de manière intelligente et contrôlée. Bah, moi, pour le moment, je m'occupe un petit peu des deux. Je dirais que pas comme avant, mes associés font quand même enfin, mon associé fait quand même relativement bien le travail. Bien sûr, chaque année, on fait quand même un contrôle des coûts pour pouvoir diminuer les coûts. Après, par exemple, avant, j'étais très bien optimisé. Orb aussi. Là, on va le faire cette année, justement, pour les 2 autres clubs. Et on fait la chasse aux petits coûts, ce qui peut améliorer. Je prends un exemple tout bête. Andy, l'année passée, on n'avait pas vu. Dans notre contrat de bail à loyer, on avait 500 francs par mois d'entretien pour un ascenseur qu'on n'a pas accès. Ouais, Tu vois, ok. donc bah, là, c'est un petit peu chiant parce qu'il faut perdre du temps, il faut faire 2-3 courriers, etc. Mais c'est quand même 6 000 francs à l'année que tu économises aussi, quoi. Et c'est des choses sur lesquelles bah, tu peux batailler finalement. Donc, comme quoi, faut vraiment lire toutes les petites lignes. Et puis sinon, moi, je m'occupe principalement de l'expansion, je dirais. Ok, ok, ok. C'est quoi aujourd'hui une semaine type d'Anthony au niveau travail? Écoute, ça dépend, mais on va dire que je vais me lever, ça dépend les jours, mais entre 7 et 8 heures. Je vais commencer par aller m'entraîner le matin. Je vais commencer à travailler aux alentours de 9h30. Là, j'ai vraiment c'est road to taf jusqu'à midi. Donc vraiment, j'ai un planning, je le respecte. Je suis très, très productif à cette période-là. Après, généralement, je vais manger à midi. Ensuite, l'après-midi, je vais prendre les rendez-vous si j'en ai, où je vais préparer justement les stratégies des clubs. Je vais faire de la recherche de local. Je vais m'occuper des petites choses si on en a, par exemple des assurances ou des petits conflits qu'on peut avoir, par exemple avec un propriétaire ou un adhérent, ou des petites choses qui peuvent pas être réglées par un gérant, quoi. Mhm. Mais mis à part ça, il y a des périodes qui sont très mouvementées, par exemple quand on fait de l'expansion. Mais en vrai, expansion, c'est relativement calme. Je dirais que j'ai 2 après-midi pour les rendez-vous, puis j'ai 3 après-midi où je fais un petit peu ce que je veux, quoi. Des fois, je vais au club parce que je m'ennuie. Généralement, j'ai mes après-midi tranquilles, quoi. Mhm. Ok. Tu fais plus d'opérationnel vraiment?
Oui, ça m'arrive pour des pannes. Et là, par exemple, pour dire la vérité, cette semaine, j'ai un employé qui est, enfin, j'ai deux employés qui sont en vacances. Et du coup, je suis allé un petit peu faire de l'opérationnel ce matin. Et d'ailleurs, c'est toujours une très bonne chose de le faire. Tous les patrons devraient le faire. C'est vraiment, ça te reconnecte avec ton business, avec la réalité du terrain et tout. Parce que Mhm. je critiquais beaucoup au début les patrons qui étaient déconnectés, mais finalement, ça arrive quand même relativement vite. Donc, c'est important de faire toujours un petit peu d'opérationnel de temps en temps pour rester à jour là-dessus. Ok. Et sur la partie sales, la partie commerciale, comment vous gérez ça, vous? C'est quoi? Tu achètes ton abonnement directement via en ligne ou tu as des commerciaux? Enfin, c'est quoi ta stratégie par rapport à ça? Alors non, on n'a pas de commerciaux. Moi, je suis sur une stratégie d'employé polyvalent. Il faut savoir que nous, on ne pousse pas du tout à la vente. Ça veut dire que moi, mon objectif, c'est pas de battre avec toi pendant 20 minutes pour te vendre un abonnement. C'est entre guillemets, soit tu es content, soit tu n'es pas content, et puis c'est pas grave. Voilà. On ne veut pas faire de la vente forcée parce qu'après, des fois, tu as les retours clients qui sont pas toujours très, très agréables. Et puis, on fait surtout de la vente. Alors, on a quelques ventes sur le site internet, mais ça ne doit pas représenter grand-chose. Je suis pas sûr on doit avoir peut-être 2 ou 3% de chiffre d'affaires qui se fait par internet. Sinon, la plupart du temps, c'est en live, quoi. Ok. Donc je prends un rendez-vous avec toi, enfin avec une personne et elle m'explique un petit peu comment ça Bah, fonctionne. généralement, le prospect va passer au club pendant les horaires d'ouverture. Donc, chez nous, c'est entre 10h et 20h. Après, une fois que tu es membre, tu as l'accès 24/24, justement. Les Ouais. horaires d'ouverture sont réduits au minimum hein, pour que ça puisse tourner qu'une personne. Mais quand même, pendant les heures clés, tu vois, 10h, 20h, le matin, il n'y a pas trop de monde. Et puis, bah, la personne va passer à la réception. Elle va prendre un rendez-vous peut-être pour le jour d'après ou même pour l'après-midi si c'est possible. Et puis, elle va faire son inscription à ce moment-là, quoi. Ok. Ok. Ça marche. Et tu as des formules aussi mensuelles? Tu nous as parlé les annuels, mais est-ce qu'il y a d'autres formules? Alors oui, bien sûr, comme je suis un club généraliste, j'ai les formats 1 mois, 3 mois, 6 mois et annuels, mais honnêtement, on vend 90% d'annuels, quoi. Et Ouais. les formules annuelles sont mensualisées aussi, hein, ça veut dire que tu peux la payer par mensualité tous les mois, quoi. D'ailleurs, ce qui est le plus rentable pour les clubs. Ok. Ok. Euh, Qu'est-ce que en termes de productivité aujourd'hui, comment tu fais pour gérer aujourd'hui les quatre clubs? À chaque fois, tu te dis le lundi, je me concentre sur un club, le mardi sur un autre club, ou comment tu gères tout ça? Alors, pendant les périodes clés, je dirais de novembre à mars, je vais fonctionner comme ça, ouais. Je vais être à peu près un jour par club pour tourner, pour contrôler tout se passe bien, etc. Sinon, pendant les périodes un petit peu plus chill ou les périodes un peu off, entre guillemets, non, là, généralement, je vais juste téléphoner à mes gérants 1 fois ou 2 fois par semaine. De toute façon, on s'appelle régulièrement pour 1 million d'autres trucs, tu penses bien. Donc, Mhm. j'ai les nouvelles par rapport à ça. Puis moi, en fait, comme j'ai un logiciel centralisé, je peux voir l'évolution des clubs en tout temps directement depuis chez moi. Donc, je vois de toute façon ce qui se passe en tout temps, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a est-ce que tu voyages un petit peu pour regarder un peu les nouvelles tendances du fitness ou quelle est toi ta vision justement en dehors de tes business models, de tes clubs? Comment tu fais pour rester toujours un petit peu alerte par rapport au marché? Bah écoute, honnêtement, Andy, je regarde plutôt ce qui se fait en France. Je voyage Ouais. un petit peu, mais je me base qu'on a le même marché que la France, mais avec à peu près 10-15 ans de retard, hein. Donc je me base beaucoup sur ce qui fait en France. Et bah, par exemple, là, j'adore ce que fait vraiment One Air en France. Et puis je pense que ça, c'est des standards qui vont arriver en Suisse, mais dans 5-10 ans. Donc je dirais, on va essayer de s'adapter au plus proche de ces standards-là, en augmentant la qualité du matériel, en prenant du hammerstring ou du Gym 80 plutôt que du Matrix, même si l'investissement est un petit peu plus haut. En customisant un petit peu plus les salles, ça on le fait petit à petit aussi. Et puis on aura leur niveau si tu veux, mais dans quelques années, en termes de custom. Ouais, vous commencez à mettre du design dans les clubs. Petit à Les petit, ouais, clubs puis à One monter en Air, gamme c'est et très maxi. réparti, ouais. Je pense que pour moi, c'est eux qui représentent le mieux l'avenir du fitness, quoi. C'est les formats un petit peu comme On Air, quoi. Donc, bon, c'est une niche dans le fitness, entre guillemets, mais Mhm. je trouve que c'est vraiment eux les plus efficaces pour le moment sur le marché, quoi. Donc, j'essaie un peu de me fier. Ok. Tu as envie de monter d'autres clubs, mais du coup avec des business models différents? Alors oui, Ou- parce que justement, c'est ce qu'on a fait pour le dernier club de Montreux. On a tenté un business model différent, un modèle plus haut de gamme. Pour le moment, ça se passe bien. Après, moi, je suis pour l'adaptation au niveau des clubs. Tu sais, parce que quand tu as une chaîne, et en plus, des fois, quand tu as un petit peu cartésien, t'as tendance à toujours vouloir tout uniformiser. C'est un petit peu la guerre d'ailleurs avec les grands clubs pour ça. Et au final, c'est toujours très difficile et très compliqué. Et finalement, déjà, au bout de 3 clubs, là, je constate que l'uniformisation, c'est compliqué. Donc là, par exemple, avant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a arrêté les cours collectifs, comme il y avait vraiment beaucoup de demandes au niveau de la muscu. Et on a
transformer la salle de cours collectif en salle de musculation. Comme ça nous permet de continuer de faire de la croissance de ce côté-là. On pourra peut-être gagner encore 50, 100 clients, tu vois, comme ça. Et puis nous, ça baisse de nouveau nos coûts fonctionnels parce que finalement, après l'achat des machines, ben, t'as plus de profs à payer, t'as pas un espace mort qui dort, t'as pas du matériel de cours à acheter tous les 3-4 matins. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez, sur le dernier, enfin le dernier club, changé de modèle? C'était une volonté de votre part et du coup, vous vous êtes dit, bon, est-ce que je vais essayer de trouver un local qui correspond à ce nouveau modèle ou ça s'est fait comment? Bah, non, si tu veux, nous, on voulait s'insérer dans la région, la Riviera, qui est une région quand même très aisée en Suisse, hein, où, faut pas se mentir, il y a vraiment de l'argent partout là-bas. Et du coup, bah, forcément, il fallait aussi un modèle business qui s'adaptait. Puis honnêtement, moi, mon business model de l'usine fitness, comme je l'ai dit au début, il est très adapté pour les villages en Suisse. Mais finalement, à une ville, ça pourrait jouer une petite ville, mais je suis pas sûr que je sois très très concurrentiel sur un marché haut de gamme. Pourquoi? Parce que justement, le prix du loyer va être plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura plus de coûts fonctionnels et puis c'est moins intéressant. Où je vais devoir sursaturer la salle et ça va un petit peu m'emmerder. Donc là, on s'est dit qu'on voulait quand même proposer de la qualité aux gens, puis proposer quelque chose d'un petit peu différent de ce qui se faisait, et puis que par rapport à la demande qu'il y avait, c'était plus intéressant de prendre un positionnement haut de gamme. Ok. Et là, qu'est-ce qui change en termes de service alors par rapport aux autres? Et ben là, si tu veux, on est en train de développer une application qui va sortir uniquement pour ce club, qui va permettre de faire justement un suivi bon, on a un petit peu de retard, on aurait déjà dû sortir l'application, mais un suivi qui soit beaucoup plus, enfin, un suivi qui soit beaucoup plus poussé, justement. On a tout le temps les données en live du client, etc. Et on a les plans d'alimentation, les plans d'entraînement, etc. Puis on peut vraiment faire un suivi avec les notifs et tout. Et puis on a un coach qui est très très compétent. Je dirais que tout est un petit peu plus soigné dans le sens où les finitions par rapport à l'usine fitness, on va ouvrir et puis faire un minimum juste pour être fonctionnel au début, puis améliorer petit à petit. Là on a pop avec un matériel un matériau de base déjà plus fini quand même. Tu vois, on a déjà un petit peu du custom, on a fait un petit peu attention à l'éclairage, on a pris des casiers, des vestiaires plus haut de gamme, les douches pareil, on a fait des trucs à l'italienne, donc on a visé une gamme un petit peu plus haute quand même. Ce que je me suis aperçu en travaillant avec, justement, en accompagnant les clubs de fitness, c'est que plus les abonnements, on va dire, standards étaient chers, plus c'était facile de vendre du personal training. Alors, je sais pas, vous n'avez peut-être pas le recul, vous, nécessaire aujourd'hui, mais est-ce que tu as pu, est-ce que tu vois un petit peu cette tendance-là arriver? Alors oui, je voulais dire ça, c'est le truc qu'on a remarqué tout de suite là-bas. Bah, en fait, c'est comme pour le prix. Tu vois, je vais te prendre un exemple. On dit, nous, pour les autres clubs un peu généralistes, ça arrive rarement que les gens chipotent un petit peu pour le prix. Tu connais. De toute façon, même quand c'est pas cher, c'est toujours trop cher, hein, pour certaines personnes, c'est normal. Et puis là-bas, à Montreux, les gens, ils achètent des abonnements à 1500, 1600 francs par année pour finalement un petit club, tu vois. Donc, puis nous, de nouveau, on est super gagnant en marge parce qu'on propose un produit qui est un tout petit peu plus haut de gamme, mais la marge, elle est conséquente, quoi. Et puis voilà, quoi. Ok. Et là, du coup, sur la partie personal training, vous Ah oui, proposez quoi? excuse-moi. Oui, justement, là-bas, on vend beaucoup plus de personal training. On voulait faire à peu près 30% là-bas du chiffre d'affaires sur le personal training, alors que sur des autres clubs, honnêtement, on est plus sur du 5, voire du 10, grand maximum. Et puis là-bas, les gens nous le demandent. Et puis le personal training, d'habitude, on travaille à 8 ans de 100 francs de l'heure. Là-bas, on travaille à 139 francs de l'heure, tu vois. Et là-bas, les gens demandent, ils achètent directement des 20, 30, 40 séances. On a des gens qui ont acheté directement pour 4000 francs. Enfin, moi, sur les autres clubs, ça me paraissait impossible avant. J'ai jamais personne dans un autre club qui est arrivé, qui s'est pointé, qui m'a acheté 4000 francs de personal training comme ça. Les gens, ils peuvent acheter pour 1000 francs, 1200 francs, oui, mais 4000 francs, j'ai jamais eu, quoi. Puis là, on l'a eu plusieurs fois, quoi. Et de nouveau, là, le modèle, c'est quoi? C'est des indépendants ou c'est le club qui récupère l'argent et c'est dispatché au personal trainer? Vous faites comment, vous? Alors là, c'est mon associé qui travaille sur place là-bas qui encaisse le personal training. Le personal training intervient, enfin rentre dans la société uniquement si les charges sont pas couvertes. Mais uniquement dès que les charges sont couvertes de la société, lui peut profiter du personal training. Donc c'est cool, tu vois, pour lui, ça permet de le motiver et tout aussi. Et puis lui, je pense qu'après, enfin là, il a commencé à faire ça, il a engagé quelques personal trainers à l'heure. Il revend les heures de personal training à l'heure. Ouais, ok. Ça marche. Parfait. Comment toi, tu continues à progresser? Bah, Tu as une écoute, je routine continue. particulière? Bah oui, enfin, je pense qu'une routine pour un entrepreneur, c'est super important. J'ai la routine que je t'expliquais avant, donc déjà toujours s'entraîner, toujours prendre un moment dans la journée pour lire, et puis je pense toujours côtoyer aussi des entrepreneurs, même des fois de milieux différents. Ça permet quand même de bien évoluer, puis d'ouvrir son cadre, quoi. Disons que c'est vrai que si tu as un garage et tu traînes qu'avec des gens peut-être qui ont un garage, tu vas toujours voir les choses de la même façon. Si tu traînes peut-être avec quelqu'un qui a 200 garages, peut-être que tu verras les choses autrement, tu vois. Mhm.
Et qu'est-ce qui a changé entre l'Anthony de FitzPro et aujourd'hui? Ah, tout, on dit c'est une deuxième vie. C'est vraiment une deuxième vie, quoi. T'as la vie d'avant puis la vie d'après, quoi. Bah, écoute, je sais pas, déjà, tu te sens vraiment plus serein dans ta vie quand même, quand t'es un petit peu aisé. Enfin, quand t'es un petit peu aisé, c'est cool. Niveau travail aussi, je suis accompli. Donc ça, je pense avoir un accomplissement personnel. C'est quelque chose que je souhaite à tout le monde. C'est vraiment incroyable. Et puis le fait de pouvoir travailler puis développer ses propres projets avec ses amis, pouvoir proposer du job aussi, des fois à des proches ou comme ça. Enfin, je trouve finalement c'est génial, quoi. Qu'est-ce que Donc, tu dirais à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient justement développer, alors ça peut être un club ou développer quelque chose dans le fitness? ben, je leur dirais qu'il va falloir être résilient puis vraiment casser beaucoup de murs parce qu'aujourd'hui l'industrie est dure. Mais je pense qu'en France comme en Suisse, il y a encore pas mal de choses à faire. La France est plus grand, donc ça laisse plus de créneaux libres. Et je pense surtout en campagne, en France, il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là. Donc, Hmm. faut peut-être arrêter de regarder où tout le monde regarde et peut-être juste réfléchir un petit peu différemment par rapport à ça. Et il y a moyen de faire des très belles choses. Parce que toi, le modèle là dans les clubs, enfin dans les clubs où tu es, il y a combien d'habitants dans la zone de chalandise? C'est quoi? C'est 50 000, soit 60 000 ou moins que ça? Ah non, on dit, moi ça me paraît énorme quand tu me dis 70 000, tout ça chez nous c'est des bassins de population de ville. Par exemple, à Avance, on est sur un bassin d'environ 12 000 personnes, 12 à 13 000 personnes. Voilà, après c'est un bassin on est comme dans des zones où on est en forte croissance, hein. Par exemple, au Mhm. moment où j'aurai le club maintenant, il y a 1000 personnes de plus dans le village. Ouais. On était genre 6 000 habitants, là on en a quand même 7 000 quoi. Donc on est quand même dans des zones qui sont en forte croissance. C'est aussi ça qui est intéressant, c'est que souvent il y a des villages qui peuvent se développer dans le temps. Donc pourquoi pas prendre un positionnement avant qu'une chaîne le fasse. Si vous êtes en Mhm. avance, ben, il y aura quand même de l'argent à faire. Et puis sinon, le bassin le plus gros de population qu'on a, je crois que c'est Saint-Blaise, on a 25 000, tu vois. Donc vraiment, on est sur des bassins relativement réduits. Et nous, en France, on voit Basic Fit qui arrive sur des villes, enfin sur des villes. Moi, j'habitais, je suis né dans un petit village et quand ma maman m'a dit il y a quelques mois qu'il y avait un Basic Fit qui allait s'ouvrir, tu vois, j'ai rigolé. Je me suis dit bah non, c'est pas possible, tu as dû te tromper. Et ben non, ils sont là et bon, la communauté de communes, ça doit faire ouais 20, peut-être 20 25 000. Mais la ville en question, ça doit faire ouais, peut-être 12 000, 13 000 habitants, quoi. Donc, Mais il y ouais, a je pense d'autres clubs, qu'il y a des opportunités. il y avait d'autres clubs dans ta ville, Andy, ou pas du tout? Il y avait un petit club, il y a un petit club indépendant et il y a une association. Alors, là où j'ai fait mes premiers, il y a 23 ans en arrière, où j'ai fait mes premiers stages, il y avait ce club-là. Il y avait une franchise, mais qui est pas, enfin voilà, qui est pas très connue. Et puis Basic Fit est arrivé, quoi. Donc, pour un village, enfin, pour une ville, ouais, je te dis, de 10 000 à 15 000, il y a 3 clubs aujourd'hui. Bah écoute, 25 000 habitants, en Suisse, on mettrait à peu près 3 clubs. Ouais. Parce que, nous, on a une région comme Payerne à côté, c'est vraiment à côté d'où je suis. Avec le bassin de population un petit peu plus large, la ville doit avoir 10 000, avec les alentours, tu dois regrouper à peu près 25 000. On a 3 clubs. Donc, Ouais, non, mais, ça se ouais, rejoint. c'est clair. Tu vois, là, je viens d'apprendre aussi qu'il y avait une box de CrossFit aussi qui vient de se monter et tout. Donc, non, mais tu vois, comme tu dis, il ne faut pas forcément regarder dans des populations enfin, dans des villes de 100, 200 ou des très, très grosses villes. Mais je pense qu'il y a des opportunités effectivement intéressantes partout, quoi. Moi, je sais qu'il y a des coachs indépendants, ils arrivent à faire 8-10 cas par mois, alors qu'ils sont pas, voilà, ils sont pas dans des grosses villes où tu pourrais dire qu'il y a que dans les grosses villes que les gens prennent du coaching en one-to-one, par exemple, aussi. Donc, oui, Bah je écoute, pense qu'en toi, il y a je des te rejoins. opportunités. Mm. Moi, je te rejoins, j'ai 2 amis aussi qui sont indépendants, puis qui sont dans des villages. Donc, eux, par exemple, ils visent des bassins de population de 4 à 5 000. Puis, comme il n'y a pas nécessairement la place pour un club, ben, typiquement, ouvrir une microstructure type un CrossFit. Bon, je suis pas fan, mais par exemple, je prends un exemple d'électrostimulation ou ce genre de format de business, ça peut être intéressant parce que s'il y a que toi et les gens n'ont pas l'option avec le fitness, ben, il y a de grandes chances que tu tournes quand même fort, ouais. Et tout ce qui est justement lié à cet univers-là d'entraînement fonctionnel, les boutiques gym, les CrossFit, les fonctionnals et tout ça, c'est pas des choses que tu as envie d'implémenter dans tes structures?
Bah, si tu veux, par exemple, le dernier club qu'on a fait à Montreux, à la base, on voulait se rapprocher le plus d'un micro-gym possible. Après, je crois qu'on s'est perdu un petit peu en chemin, t'as compris. On a fait un petit peu une fusion des deux, mais c'est ce qu'on voulait. Après, moi, j'ai pas encore la vision complète des boutiques de gym qui se font aux États-Unis. Il faudra peut-être que j'y aille une fois en vérité pour expérimenter ça, quoi. J'ai pas une vision claire là-dessus, et c'est quelque chose qui pourrait être enrichissant, par exemple. Excellent, excellent. Dans 10 ans, tu te Après, vois on où? n'a pas beaucoup en Suisse. Bah écoute, je sais pas, c'est une bonne question. Je pense que dans 10 ans, mon objectif, c'est que j'ai en tout cas minimum 10 clubs, ça c'est clair de plus. Donc j'espère 10-15 clubs. Et puis avec un petit peu d'immobilier, puis je pense entre la Suisse et Dubaï. Ouais, ok. Et tu nous parlais tout à l'heure, tu faisais un peu de crypto, donc je suppose que tu t'intéresses à tes finances personnelles parce que c'est bien beau aussi de gagner de l'argent, mais à un moment donné aussi, il faut le faire fructifier. Tu peux nous en parler rapidement, sans nous dire vraiment spécifiquement, mais comment tu as Oui, bien sûr. découvert ça et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour justement garder le contrôle de ton argent? Bah, je pense que tu l'as dit avant, c'est important. Le fait de beaucoup gagner d'argent, c'est pas ça qui va faire quelqu'un de toi. Enfin, ça va pas te rendre riche si tu veux, c'est le fait de gagner beaucoup d'argent et de le savoir d'investir et de ne pas le perdre. Finalement, moi, je me suis formé là-dessus. Puis au début, tu sais, quand j'avais mes premiers sous, entre guillemets, avec le fit, je suis allé regarder sur Internet. J'ai commencé comme un débutant, tu sais, à aller regarder les trucs nuls, hein, le trading, la bourse pour les nuls, des petites choses comme ça. Puis je trouvais les rendements, que c'était un petit peu désastreux. Enfin, dans ma tête, peut-être c'est une vision d'enfant, tu sais. Je pensais plus qu'on gagnait minimum 10% net que maximum 10% imposable. Et Ouais, du coup, bah, j'ai commencé à regarder ce qu'il y avait d'autres options. Je discutais avec un ou deux potes banquiers, etc. J'ai quand même des potes qui sont dans les affaires. Et eux, ils m'ont dit, non, mais 15% par année net, tu rêves, hein, c'est très, très rare. Ou ça engendre des risques qui sont conséquents. Donc ça, ils ont raison, il faut le retenir. Et par la suite, ben, j'ai commencé un petit peu à regarder tout ce qu'il y avait comme option. Puis je suis tombé sur les crypto-monnaies. Bon, c'était à l'époque où le BNB valait 2,50 francs et les plateformes avaient des tranches dégueulasses, hein. Donc, il fallait quand même oser poser ses sous dessus avec un petit peu de recul maintenant. Et puis surtout, je pense qu'en vérité, comme je n'avais pas, comment dire, une connaissance financière comme maintenant, bah, je faisais un petit peu les choses à l'aveugle et puis j'ai eu un petit peu de chance. Je suis rentré sur la crypto, je suis rentré sur les bonnes cryptos et je suis arrivé, j'ai pas eu à attendre trop longtemps, je suis arrivé, je pense, une année avant que ça pump et du coup, bah, j'ai pu profiter en partie. Et j'ai eu le temps surtout de me renseigner au moment où j'ai commencé le bull run, parce que j'ai commencé en début 2018 et le bull run a commencé en 2020, 2021. Enfin, on a eu ouais. la partie Bull Run 2020-2021. Donc, quand le Bull Run arrivé, j'avais déjà un petit peu d'expérience et j'ai eu la chance de pouvoir en profiter, quoi. Ok. Et du coup, c'est essentiellement sur la partie crypto ou tu as diversifié, tu as fait de l'IMO, tu as fait de la bourse, tu as fait autre chose? Alors maintenant, j'ai un petit peu d'IMO en Suisse. J'ai une maison, puis là, je pense acheter prochainement un petit peu d'immobilier sur Dubaï fin d'année ou l'année prochaine. Et je trouve que c'est plus intéressant qu'en Suisse par rapport au rendement, parce qu'en Suisse, faut pas Ouais. croire, on a quand même beaucoup d'impositions à titre privé. Donc, Mhm. si tu sors de l'entreprise, c'est directement compliqué. Et puis sinon, oui, j'ai fait un petit peu de bourse, honnêtement. J'ai pas trouvé que c'était passionnant. J'ai retiré, j'avais à peu près avant 50 000 francs en bourse. Et maintenant, je fais essentiellement de la crypto, quoi. Après, Ouais, moi, mes investissements, ça va être principalement mes business. Dans un deuxième temps, la crypto. Dans un troisième temps, l'immobilier, quoi. ok. Et en Suisse, acheter les murs de tes clubs, c'est pas intéressant. Alors oui, si tu veux, mais la problématique, en fait, oui et non. Le problème, c'est que j'ai des loyers tellement pas chers que non. C'est ça Ouais, le. En termes de sécurité, oui, c'est intéressant, mais en termes de loyer, non, parce que en fait, les locaux valent souvent très cher en Suisse. Genre, t'es vite de l'ordre de 2 millions, 2 millions 5, hein. Le ouais. loco qu'on a à Orbe, je crois, il vaut 2 millions 7, quelque chose comme ça, tu vois, à la vente. Donc, Ok. bon. Et comme les loyers sont pas chers, bah non, pas vraiment. Puis surtout, les contrats sont des contrats long terme, donc j'ai des contrats sur 20 ans la plupart du temps. Donc, tu vois, je pourrais faire des rachats que dans 10 ou 15 ans. Ouais, dans Ah 15 ans. oui, ok. Parfait. Est-ce que tu aurais une ressource à nous partager, un livre que tu offres à tes associés ou que tu offrirais à n'importe quel type de personne qui, toi, t'a impacté? Alors écoute, c'est un peu cliché, mais moi j'ai commencé tous les livres que j'ai lus par le business par la suite. J'ai commencé avec Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je trouve que pour commencer, c'est un des meilleurs auteurs parce que tu sais, c'est pas trop barbant. Il y a un petit peu le côté histoire en même temps et ça mène bien les choses. Et puis après, tu peux partir sur du Napoleon Hill ou des choses un peu plus compliquées, je dirais. Ok. Ouais, c'est souvent des livres qui sont souvent cités. Euh, Est-ce que tu aurais une personne à me recommander pour passer sur ce podcast? Dans le milieu du fitness? Ouais, dans le milieu du fitness, ouais, qui pourrait être intéressant.
Ouais, j'en ai une si tu veux. C'est les gens avec qui j'ai ouvert à Romont. Je pense qu'ils seraient super contents. C'est des bons entrepreneurs aussi. Je pourrais te donner, envoyer leur contact si tu veux. Puis tu pourrais les Ouais, interviewer. Ils ont ouvert aussi 4 clubs en Suisse et ok, ils ont fait aussi des beaux clubs. ok. Et aujourd'hui, là, le marché par rapport la Suisse, c'est toujours let's go ou c'est quoi les plus gros Alors, franchises, les plus gros? l'acteur principal maintenant, actuellement, on a vraiment pas de franchise en Suisse qui domine. C'est uniquement des gros groupes avec Oui, des fonds oui, d'investissement c'est les derrière. gros, effectivement. Ouais, c'est pas les Et franchises. là, actuellement, c'était déjà la guerre avant parce qu'on avait Let's Go. Maintenant, on a la Migros qui a activement développé ce côté-là, donc qui est passé devant Let's Go. Donc actuellement, c'est la Migros, ensuite Let's Go. Derrière, on a Non-Stop Gym, qui est une chaîne low cost qui est en train de faire une croissance phénoménale aussi, qui cartonne d'ailleurs. Et ils sont un peu la guerre avec Let's Go. Et puis maintenant, on a Pure Gym qui arrive. Je pense que vous connaissez, nous, on les avait pas en Suisse avant. Ouais, Et franchement, je sais pas où ils vont s'insérer. Pour le moment, ils font du rachat de clubs principalement parce que justement le marché est tellement saturé que s'insérer des fois c'est pas possible. Donc ils font principalement du rachat de clubs là, qui sont en train d'arriver en Suisse, quoi. on n'a pas Pure Gym en France. Non-stop, ça doit être du côté, peut-être, je pense, que du côté d'Annecy, il doit y en avoir, parce que quand j'étais du côté de. Ah, alors Non-Stop, c'est l'équivalent de Basic Fit, si tu veux, chez vous. Ok. Et C'est vraiment notre équivalent à nous. c'est suisse ou Après, ça vient ouais, d'où? c'est suisse, si tu veux. C'est deux femmes très compétentes. Il y en a une qui est ingénieure et puis l'autre, je crois qu'elle a besoin d'un fonds d'investissement. C'est on dit. Je suis pas sûr que ça soit la vérité. Mais en fait, il y en a une qui est suédoise. Puis elles ont apparemment vu un business model en Suède. Puis elles l'ont ouvert en Suisse. Donc voilà quoi. Après, chez nous, les locaux sont un petit peu moins agressifs que chez vous parce que justement, à cause des loyers, ils peuvent pas péter les prix Ouais, jusqu'à pas permis, hein. Chez nous, 39 francs, c'est vraiment le plus, 39 euros, entre guillemets, c'est le plus bas que tu verras. Et t'as pas grand chose à ce prix-là. T'as vraiment pas grand chose. En fait, les Basic Fit en France sont bien mieux équipés que nos low cost à nous. ouais, ok. Bon, après, il faut savoir que nous, le low cost en France commence à augmenter. Ils commencent aussi à augmenter leur prix. J'ai vu. Bah après, je pense qu'avec le Covid, ils avaient pas forcément le choix avec les pertes engendrées et tout, quoi. C'est sûr. Eh ben, merci en tout cas, Anthony. C'était super intéressant et inspirant. Merci pour tout. Où est-ce qu'on peut suivre tes activités? Alors écoute, bah déjà merci beaucoup Andy de m'avoir invité, ça m'a fait super plaisir de faire cette interview avec toi. Et puis bah, vous pouvez me suivre sur Instagram, hein. C'est Anthony-Fit92. Et puis sinon vous pouvez me trouver sur LinkedIn ou en tapant l'usine fitness 23.ch. Top. Merci Anthony. Merci à tout le monde. Pensez à mettre le petit 5 étoiles et un petit commentaire à Anthony. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci à tous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.